Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic en compagnie, comme chaque semaine, des journalistes du service des sports de Nice Matin. Il est là, fidèle au poste, Vincent Ménichini est avec nous. Salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. De retour sur notre plateau, François Pature, discipliné sur ce plateau, François. J'adore. Et la légende, Philippe Camps, de retour de vacances également. Retour. Je salue la France entière, William qui n'est pas là, mais je ne salue pas les Marseillais ni les arbitres. Et oui, les arbitres, il en sera question évidemment dans ce Gym Tonic. Et notre invité d'ailleurs est un ancien arbitre de Ligue 1. Il a officié pendant 11 ans, arbitre assistant en Ligue 1 et arbitre international également. Jean-Philippe Izzo est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va évidemment revenir sur toutes ces erreurs ou toutes ces polémiques d'arbitrage qui polluent un petit peu cette saison de l'OGC Nice. Vous allez nous apporter votre œil d'expert. Au sommaire également de ce Gym Tonic, eh bien, on reviendra sur le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, cette défaite au stade Vélodrome. On fera un focus sur Justin Kluivert. Adieu la deuxième place, ça sera peut-être le pour-contre de cette semaine. Et puis, sans oublier le Zap Gym, l'indiscret de la semaine internationale des Aiglons et le Souviens-toi de Philippe Camps qui sera consacré cette semaine au France-Allemagne de 1976 avec, tenez-vous bien, 6 joueurs de l'OGC Nice qui figuraient parmi le 11 titulaire chez les Bleus. Mais avant cela et avant de parler de l'arbitrage, on va évidemment revenir sur cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, donc au stade Vélodrome. Vincent, vous y étiez. Est-ce que les Niçois peuvent avoir des regrets sur ce match ? Bah oui, forcément, parce que c'est un match, une nouvelle fois, que Nice a joué à mi-temps, avec une première période toute mignonne, où on a vu des Niçois disciplinés, organisés, certes, mais vraiment pas assez entreprenants dans le jeu vers l'avant, un bloc beaucoup trop bas. Et dans ces conditions, il était impossible de créer l'exploit ou de réaliser une grande performance à Marseille, dans une ambiance brûlante. Donc oui, déçu par cette première mi-temps, mieux par la suite, et malheureusement tout a été gâché en partie par la première mi-temps, mais aussi par les erreurs de l'arbitre qui a forcément eu une influence sur cette fin de rencontre. Sur le jeu, Philippe, est-ce que cette équipe de l'OGC Nice a un petit peu manqué d'audace face aux Olympiens ? D'audace, je sais pas, elle a manqué en première mi-temps d'agressivité, dans les duels de percussion de puissance. Elle arrivait en première mi-temps, elle n'arrivait pas à garder le ballon. On avait l'impression que le ballon leur brûlait les pieds. Ils étaient pressés, je ne sais pas si c'est l'enjeu, le contexte, l'environnement, l'ambiance à Marseille au Vélodrome. Et donc, elle a raté complètement sa première mi-temps. Après, elle a mis de l'audace. Après, elle a mis du jeu. On a vu que c'était complètement différent. Et d'ailleurs, si ça avait été de la boxe au niveau, on aurait donné comme verdict un match nul, hein, parce que franchement, c'était chacun sa mi-temps. Mais voilà, elle a eu de l'audace en deuxième mi-temps, comme elle a eu toutes les valeurs du foot en deuxième mi-temps seulement. François, est-ce qu'on a sur ce match-là ce sentiment finalement que l'on a depuis le début de la saison, quasiment que cette équipe de l'OGC Nice a très peu de marge au final ? Ah oui, complètement. Elle a très peu de marge. Mais j'ai envie de dire, quelle équipe de Ligue 1 a de la marge en ce moment, quoi ? Rennes ? Est-ce qu'on peut dire que... Oui, peut-être, oui. Mais c'est un peu la forme du moment. Est-ce qu'on peut dire que l'OM a eu de la marge contre l'OGC Nice ? Même le PSG n'a pas de marge. Je pense que Nice a un style, a une marque de fabrique. C'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui défend bien. La meilleure défense du championnat. Et ils vont continuer comme ça jusqu'au bout. Et ils peuvent y arriver parce qu'ils sont solides et parce qu'ils ont un bon entraîneur. Et on l'a pas dit, mais il a raison François, mais on a oublié aussi que sur ce match-là, à Marseille, tu joues une demi-finale presque pour le podium sans ton meilleur joueur de la saison. Oui, le capitaine Dante. Le capitaine Dante, et on en reviendra aussi par la suite. Pourquoi il n'était pas là ? Parce qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage encore. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette saison de l'OGC Nice ? Vous le suivez, hein, évidemment, ce club, vous allez voir les matchs. C'est une saison en progression par rapport à la saison précédente quand même si la première partie de la saison était tristounette, avec notamment des matchs à domicile, à part le match de Lyon et de Bordeaux qui était à huis clos, donc c'était plus compliqué. Mais les Metz, Montpellier et Strasbourg en fin d'année 2021, c'était d'une tristesse à toute épreuve. Par contre, en 2022, je pense que la trêve a fait du bien, les joueurs ont pris conscience de leur qualité et
c'est beaucoup mieux sur la fin de la saison. On le disait dans ce débat sur le jeu, Vincent, cette équipe de l'OGC Nice n'a joué qu'une mi-temps sur 2 face à l'Olympique de Marseille. C'est pas la première fois où ça arrive cette saison. Il y a une raison à cela, cette frilosité d'une mi-temps sur 2. Et je pense que c'est une équipe qui est un peu dans le calcul, par moments même un peu calcul, un peu comme des épiciers, quoi. Ils ont tendance à s'appuyer davantage sur les faiblesses de leurs adversaires que sur leurs forces. J'aimerais davantage voir cette équipe être entreprenant dans le camp adverse, prendre plus de risques. Il y a des garçons pour cela. Amine Gouiri, qui est un petit peu moins bien en ce moment. Andy Delors, Justin Kluivert, Calvin Stanks. Voilà, c'est peut-être à ce niveau-là que Nice a encore une marge de progression. On l'a vu à Marseille, ce duo de récupérateurs Schneiderlin-Lemina, c'est solide, mais par moment, il n'y a peut-être pas cet éclair dans la passe qui te permet de gagner 30 ou 40 mètres. Donc c'est à ce niveau-là où Nice a de la marge, mais c'est compliqué parce que est-ce que Nice a ce joueur, ce Savanier, ce Fofana, même ce Bourigeaud dans son effectif pour aller pas plus haut, mais pour jouer mieux, je ne sais pas. Philippe, il faut en faire plus offensivement du côté de l'OGC Nice, où finalement la méthode Galtier là, fait qu'en étant en finale de Coupe de France et 4e de Ligue 1 pour le moment, ça marche. Moi, je trouve que ça marche parce que est-ce qu'on n'aurait pas signé si en début de saison, si on nous avait dit finale de coupe en mars, il y aurait finale de Coupe de France et puis d'être à la lutte, d'être à la bataille pour la 2e place. Je pense que tout le monde aurait signé. Galtier venait d'arriver à Nice. Des joueurs sont arrivés. Voilà, je pense qu'on ne va pas leur demander non plus d'être champion de France, de gagner la coupe, donc moi je trouve qu'ils sont dans les temps de passage, quoi. Voilà. Ils sont là, ils sont à la lutte. Ils sont là. Alors, on vous parlait effectivement de cet arbitrage. Vincent, on va revenir un petit peu cette saison sur ces erreurs, ces méfaits, ces polémiques, on va dire, qu'a subi cette équipe de l'OGC Nice. Il y en a eu pas mal. En 2022, on peut faire un catalogue. Donc merci à William qui a tout retranscrit dans le journal en début de semaine. Donc ça démarre à Brest avec un tacle qui n'en est pas un de Morgan Schneiderlin sur Christophe Ferrel, d'ailleurs qu'on avait eu au téléphone et qui nous avait confié, il n'y a absolument pas rouge, il m'a tout juste effleuré le tibia. Donc c'était. Il était resté au sol quand même, Christophe Ferrel. Ouais, il avait joué un petit peu au bluff, normal. À cette époque, c'était déjà la dénommée Stéphanie Frappard qui avait frappé. Ensuite, on se retrouve à Metz avec un hors-jeu sifflé à l'encontre d'Evan Guessant, 30 secondes après le but de Gouiri, celui du 2-0 qui aurait pu mettre Nice à l'abri et lui permettre d'avoir une meilleure différence de but. Mais là, la VAR, ou le VAR, on ne sait pas comment on dit, est revenu en arrière et a annulé le but de Gouiri. Il y a ensuite ce match à Lyon avec une faute de Romain Fèvre sur Kefren Thuram, pas sifflé. On voit le milieu lyonnais faire le coup un petit peu de l'ascenseur en mettant un coup avec sa fesse qui empêche Kefren Thuram de marquer. Il y avait 1-0 pour Lyon à ce moment-là, donc là encore rien de sifflé, absolument pas d'intervention du VAR. Ensuite, il y a ce Strasbourg-Nice avec le deuxième show de Madame Frappard avec l'expulsion de Dante pour deuxième carton jaune. Voilà, deuxième carton jaune. Dès le début de la seconde période avec une petite touchette seulement sur un joueur strasbourgeois, quoi. Absolument. Donc encore une fois, Nice a cette force de ne pas prendre de but à 10, donc une vraie solidarité malgré tout. Ensuite, on se retrouve à Montpellier avec Dante, encore lui, et Wai qui se tiennent par le bras. Et malheureusement, c'est le Montpellierin qui tombe. Et là, carton rouge et penalty, donc Dante suspendu au Vélodrome. Finalement, c'est un boucher, Dante. Ah oui, c'est le troisième. À chaque fois qu'il joue, maintenant Domenech, à l'époque, c'était un enfant de cœur, quoi. Tous les tueurs des années 70-80. Quand on voit la façon dont joue Dante, c'est quand même ahurissant, quoi. C'est faire preuve d'un manque de psychologie assez énorme. On a l'impression que c'est un tueur. Donc ce rouge à Montpellier le prive de ce choc à Marseille. Ou au Vélodrome, on a assisté à une nouvelle parodie de nos arbitres, avec tout d'abord un tacle. Non, tout d'abord, il y a cette charge de Saliba sur le crâne de Gouiri qui finit en sang et qui l'empêche de jouer pendant 5 minutes. Ensuite, il y a un tacle violent de Saliba sur un centre de barre qui mène à l'action de Calvin Stanks. Donc là encore, personne n'a rien vu. Et il sort sans carton, non, Saliba ?
Sans Match. carton. Ouais. Match. Melvin Barr, lui, est en train de soigner un genou, une cheville Et depuis. pour le féliciter, Didier Deschamps l'a même appelé en équipe de France. Ouais. Et pour clôturer ce festival, il y a cette faute non sifflée de Saliba sur Delors qui est tout bonnement scandaleuse. Alors, toute la France l'a vu, ce penalty, Jean-Philippe, sauf peut-être l'arbitre du centre et l'arbitre dans la VAR. Pour vous, est-ce qu'il y avait penalty sur Andy Delors? Moi, je ne vais pas me démarquer de tous les commentateurs français qui ont commenté cette action. Bien sûr, il y avait pénalty. On va revoir les images, hein, bien sûr, que vous allez pouvoir commenter. Saliba était en retard. Il se couche sur Andy Delors pour l'empêcher de jouer le ballon. Il y a pénalty, c'est flagrant. Alors, on dit qu'il a changé sa course un petit Non. peu, Philippe. Oui, c'est ce que Andy j'ai Delors, entendu. ouais. Oui, j'ai entendu ça à une émission qu'il avait changé sa course, donc ça avait influé sur la position de Saliba. Donc à moins de courir avec des rétros ou à mettre le clignotant. Et puis il est devant, donc il fait ce qu'il veut. Ah, il va où il veut. Andy Donc Delors. C'est la prise de il y a position penalty, préférentielle. point barre. Voilà. Ouais. Ouais, Mais que se disent les arbitres en fait que Ouais. Delors il est pris d'un coup de folie et donc il s'écroule pour ne pas marquer. Il est dans les 6 mètres, hein, quasiment. Il a un super ballon à jouer. Jean-Philippe, est-ce que, au minimum, l'arbitre de la rencontre, rappelle-nous son nom sur ce match-là. Jérôme Brizard. Jérôme Brizard. Est-ce que Jérôme Brizard Comme c'est doit Brizard. aller au minimum consulter la VAR? Ce n'est pas à lui à aller voir la VAR. Lui, il arbitre en son âme et conscience. Donc maintenant, si la VAR, les responsables de la VAR pensent qu'il a fait l'erreur, c'est à eux de l'alerter pour qu'il aille voir les images, en lui disant « Il nous semble que tu t'es trompé, on va revoir cette action ». Et c'est à lui de se faire une opinion après à la VAR. Or là, il n'y a pas eu d'intervention des arbitres VAR. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est quoi? C'est un problème de notes? C'est un problème de concurrence entre les arbitres? Ça peut être... on peut tout penser. Le problème, c'est que les arbitres VAR sont aussi les arbitres du samedi prochain qui vont être au milieu. Donc, en fait, ce sont entre guillemets, des concurrents qui sont à la VAR, et si ils trouvent une erreur dans leur concurrent, ça va finir par enlever une partie de la note à celui qui est en train de faire le centre. Il faut savoir que tous les arbitres sont notés tous les matchs de Ligue 1. En fin de saison, il y a un classement, comme les équipes de foot. Les plus mauvais descendent en Ligue 2, enfin les moins bons plutôt. Les meilleurs restent ou deviennent internationaux. Et après, il y a le ventre mou, où on est entre la 10e et la 20e place. Il y a un gros ventre mou d'arbitres en France, quand même. Non, on parlait de ça moi, surtout. Non, mais Maintenant, ils sont pas reconnus ils sont très peu reconnus sur le plan international. Quand on voit que c'est Stéphanie Frappard qui représente la France. non, mais là, c'est politique. Voilà, Quoi, c'est Clément Turpin. et Clément Turpin, enfin, on Ouais, dit non, quand même mais qu'il y a un problème. Alors Clément Turpin, je vais vous dire franchement ce que j'en pense, puisque j'ai fini ma carrière à l'époque où il est arrivé en Ligue 1. Clément Turpin est un excellent arbitre à la base, et je pense qu'il a un peu changé son arbitrage avec l'évolution de l'arbitrage moderne. Il a eu 3 gros problèmes, lui, pendant la saison. On peut revenir dessus. Il a fait le match Paris Saint-Germain-Lyon, où il a eu un problème, et Lyon-Lille, où la VAR lui a fait avoir un Faute de problème. Neymar, là. Ouais, faute Faute de Neymar, inexistante, penalty voilà. pour le PSG. À la 95e minute qui plus est. Il refus de l'égalisation de Lyon contre Lille, Le but de Paqueta. ouais, où malheureusement c'est lui qui avait raison et pas la VAR. Et donc là, la dernière fois, Montpellier-Nice, où le pénalty est très sévère, l'exclusion encore plus. Et à chaque fois, il y a un problème de communication avec la VAR, où les arbitres VAR ne font pas leur boulot, ou le font mal. La solution, ça serait quoi, messieurs? Il faut sonoriser les arbitres, peut-être, pour avoir un peu leurs échanges et savoir comment ça se passe? Moi, je suis pas forcément pour parce que la sonorisation, il faudrait surtout que les gars dans le camion prennent leurs responsabilités et qu'ils ne fassent pas des choix de copains, en fait. Ils fassent juste des choix en leur âme et conscience. Et là, c'est tellement... c'est à l'unanimité, en fait. Il n'y a pas de débat pour moi. Pour nous, c'est flagrant, ce sont des erreurs.
pour les arbitres, la notion d'erreur manifeste est la seule qui peut être mise en question sur l'arbitrage, pour justement ne pas faire que toutes les décisions des arbitres vont être revues, corrigées. Il y a cette notion d'erreur manifeste. Mais en l'occurrence, là, sur Ouais, c'est Saliba très Delors, subjectif, une erreur manifeste. Tout à fait, c'est un problème de français après. Ouais. mais là, en l'occurrence, c'est une erreur manifeste parce C'est de que la sémantique. la faute de Saliba, si on suit la logique de Clément Turpin, elle doit mener à l'expulsion de Saliba. Penalty et carton rouge sur Delors. Ah oui, Parce que oui, c'est une tout à faute fait. Ah d'anti-jeu. C'est une Ouais, faute ouais. d'anti-jeu. La La veille même ou dans faute, l'après-midi, il y avait Kipembe qui avait fauché un attaquant de Monaco. Là, Monaco. ce n'est pas une faute Qui d'anti-jeu. partait au but. Parce qu'il hein. cherche il cherche à avoir le ballon, Voilà. donc il y a un tacle. C'est même si c'est le dernier défenseur, c'est carton jaune. Là, il C'est joue ça. pas le ballon, Saliba. Bah non, il est Non, battu. non. Il joue l'homme. Il avait Il joue l'homme. aucune chance de Un l'avoir. jaune, le quoi. ballon. Un jaune. Le rouge. un peu. Ouais, c'est la double peine, mais malheureusement, si Ah on oui, suit c'est la un logique. règlement. Mais non, mais Si on suit la Dante logique a de été l'expulsion de exclu pour la Dante. même chose. Ouais, non, mais, il y a- mais ça m'aurait pas choqué, jaune, mais au moins Ouais. penalty. Je n'ai jamais été très favorable, moi, à la double peine, la triple peine. Ouais. Après, Ouais, après, il n'y a plus de match. ce ne sont ça pas les s'arrête. arbitres qui font les lois. hein. Ouais. Parce que je suis, un peu, malheureusement. moi, je suis un petit peu moins affirmatif que vous sur le penalty. Alors, explique-nous, Ah. François. J'ai l'impression que Andy Delors, il voit le ballon qui est un peu haut, donc en fait, il change sa course pour aller un peu au deuxième poteau. Et c'est vrai que... Bah, il veut recevoir le ballon. Ouais, mais c'est pour ça qu'il change un petit peu sa course pour aller au deuxième poteau. Ah, ça va vite Et quand c'est- même, hein, et c'est- François. et hein. c'est- et c'est là que, on le voit là, et c'est là que la faute de Saliba est manifeste, mais je trouve que la course de Delors, effectivement... Bah, il cherche le meilleur positionnement pour aller couper la trajectoire du ballon, Andy Il faut Delors. surtout c'est couper ça. le micro de François, je pense. Justement, est-ce que couper les micros, les dirigeants niçois l'ont coupé pendant longtemps sur l'arbitrage Julien Fournier est venu ensuite chez nos confrères d'Amazon pour justement dire que c'était un scandale qu'il n'y avait pas eu penalty. Vincent, Philippe, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais est-ce qu'il ne fallait pas l'ouvrir avant finalement sur l'arbitrage du côté de l'OGC Nice, mettre une petite pression comme savent si bien faire les autres clubs? Je sais pas s'il fallait venir avant. Là, je trouve que c'était le bon moment pour venir. Je pense que là, on a vu qu'on n'était pas encore un grand club parce que le PSG ou peut-être même Lyon aurait bénéficié d'un penalty. L'OM. L'OM, bon, là, ils étaient chez eux, mais le sifflet à Marseille, on voit qu'on n'est pas encore un grand club français aux yeux de certains. Après, faire du haut-las et venir constamment ça fait- demander, pleurer. Ça fait beaucoup de pleurs. Ouais. Comment ils le prennent d'ailleurs ça, les arbitres, quand les dirigeants, la semaine, les invectives, Alors- parlent comme ça? Alors, Ils il y en a deux parlent, choses. ils en Déjà, parlent entre on vous ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Ouais. Donc après les matchs, il y a souvent des rencontres entre les dirigeants et les arbitres. Julien Fournier a certainement vu déjà plusieurs fois les arbitres tout au long de la saison. Peut-être qu'il en a parlé avec eux. Il n'était pas obligé de mettre sur la place publique les déboires arbitrales après le match de Marseille. Il l'a fait. C'est vrai que nous, Niçois, ça ne nous choque pas, mais les autres équipes, ils vont trouver que c'est un peu lourd. Oui, enfin bon, il n'avait pas non plus fait beaucoup cette saison quand on se souvient, Non, mais quand on ne sait rappelle pas ce les qui se faits. passe. Moi, où je rejoins Philippe, c'est que sur ce match à Marseille, on a senti encore l'écart qu'il y avait entre ces deux clubs. 65 000 personnes pour un Marseille-Nice. Les Marseillais avaient vraiment pris conscience que ce match était très très important. Et l'atmosphère, elle était vraiment digne d'un match de Ligue des Champions, à part cette espèce d'imbécile qui est venu sur le terrain pour Qui a marquer. pris 6 mois ferme. Hein. Voilà. Au passage. Mais Pas de terrain suspendu. Non. donc, mais vraiment, on a senti que c'était un match très important pour les Marseillais. Ouais. Et Déjà moi, avec j'ose le espérer- classement, mais avec le match aller qui avait été... Absolument, voilà, l'élimination en donc coupe. il y avait quand même un Mais, historique. mais dès qu'on est arrivé vers 18h autour du Vélodrome, il y avait vraiment une atmosphère De match de Ligue des Hostile. Champions. de match de Ligue des Champions. Hostile, mais c'était vraiment une grosse ambiance. Mais- Presque grosse même de ferveur, classico tout le temps. Voilà, entre grosse Marseille ferveur. et le PSG. hein. Là, dans 10 jours ou dans un peu plus d'une semaine, il y a Nice-Rennes. Pour qu'un penalty ne soit pas sifflé ou sifflé un peu peut-être à l'encontre ou en faveur des Niçois, il faudrait aussi peut-être que l'Alliance redevienne un stade, avec... On devienne un stade Ré un peu plus gros. Voilà, non mais avec une vraie ferveur et une ambiance Et une vraie électrique. pression. Mais une ambiance électrique, ça ne veut pas Dans dire le bon sens. Hein. que ça part dans tous les sens. Moi, je trouve que depuis un moment, il y a par moments de belles ambiances.
mais ce n'est plus très hostile. Et quand je dis d'hostilité, ça peut être aussi dans le bon sens. Et je pense que c'est ce qui a mené peut-être... ferveur. De la ferveur, ce qui a peut-être mené Jérôme Brizard, justement, à mettre des lunettes et ne pas siffler ce penalty. Justement, Jean-Philippe, sur ces relations entre les dirigeants, entre les joueurs et les arbitres, est-ce que de votre temps, vous connaissiez, on pouvait se laisser influencer, l'arbitrage pouvait se laisser un peu influencer par ces sorties des dirigeants à un moment donné. Est-ce que vous avez connu des arbitres un peu plus malléables à ça ? Certainement, il y en a qui ont un peu plus peur, je dirais, en rentrant sur le terrain, selon ces arbitres Paris Saint-Germain. Un arbitre je vais vous dire franchement, un arbitre qui est 18e au classement, lorsqu'il va faire le PSG, il ne veut surtout pas que ça se passe mal. Mais est-ce qu'un Sinon, arbitre il qui est refera 18e au classement fait un match du PSG, justement ? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver, oui. Ouais. Des Il fait un petits PSG matchs, entre Lorient. guillemets. Des petits matchs du PSG, ça peut arriver. Donc, il va tout faire pour que ça se passe bien, sans essayer d'influer sur le résultat du match. Mais pour lui, c'est une chance d'arbitrer les meilleures équipes. Donc, il veut pas faire de vagues. Et l'image d'un club, est-ce que c'est important ? Quand on dit, par exemple, est-ce que l'OGC Nice peut payer les incidents de Nice-Marseille, là où ça a donné une mauvaise image un petit peu du club ? Les arbitres peuvent se dire, tiens, on les a dans le pif un petit peu, ces Niçois, on va les faire redescendre un peu sur non, terre. Je pense pas. Ça du joue tout. pas, ça. Non, Il n'y a pas cet aspect-là psychologique. Vincent, on parle beaucoup de la VAR. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce que le problème n'est pas plus important, ces problèmes d'arbitrage ne sont pas plus importants avec la VAR ? Ah bah clairement, parce qu'en fait, tout est sujet à interprétation tout le temps. Avant la VAR, on ne se serait pas dit « Ah, ben on aurait dû faire appel à ce moment-là à la VAR ». Et franchement, Jérôme Brizard, il est presque excusable pour moi, parce que justement, je me répète, dans cette ambiance un petit peu électrique, assez très intense, un match, c'était à la 73e minute, il doit faire plein d'allers-retours, il a peut-être pas la lucidité à ce moment-là de juger, de bien juger. Mais c'est pour ça qu'en principe, on a fait appel à la VAR, pour aider les arbitres du centre. Mais au final, c'est absolument pas le cas. Et c'est ça que je déplore, en fait. C'est que Jérôme Brizard, franchement, moi, je lui en veux pas. Parce qu'à ce moment-là, tu peux être pris par tes émotions, tu juges, comme l'a dit François, que la course d'Andy Delors ne profite pas à Saliba et que Saliba le tamponne un petit peu. Mais non, après, avec les images, ils doivent se rendre compte qu'il y a penalty et point. A contrario, puisque les débats sont chauds cette semaine autour de l'OGC Nice et de l'arbitrage, Jean-Philippe, est-ce que le prochain arbitre de Nice-Rennes pourrait être influencé par tous ces débats ? Non, je pense qu'ils vont faire le vide. Je ne sais pas qui est désigné déjà pour On Nice n'a pas Rennes. encore... Non, je pense que c'est classement. Non, pour la finale de la Coupe de France. Il nous la réserve pour la finale de la Coupe de France, c'est normal. C'est la meilleure. Il pourrait d'ailleurs. Non, je pense pas que ça ait une incidence sur l'arbitrage. Il va être peut-être plus attentif à ce qu'il va faire encore. Mais non, il n'y aura pas d'incidence sur le match. Donc moi, j'ai juste une petite parenthèse. C'est que, quelque part, c'est Michel Platini qui avait raison. Donc je propose qu'on le remette à la tête du football mondial, européen et mondial, parce qu'une nouvelle fois, Platoche avait raison. Il était contre, effectivement, l'utilisation de l'arbitrage vidéo, Michel Platini. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'arbitrage de l'OGC Nice cette saison. On n'espère pas en reparler. On verra bien ce que ça donnera d'ici la fin de la saison. Dire que l'OGC Nice a eu 3 joueurs exclus pour 3 matchs, pendant 3 matchs de cette saison, et ils n'ont jamais pris de but derrière. Donc ça montre que finalement, ça n'a pas une grande incidence. Ouais, c'est pour ça qu'on n'avait pas entendu, je pense, les dirigeants niçois. Il n'y a pas eu de conséquence. C'est possible. Parce que quand tu perds, comme à Marseille... Et puis, le fait que Dante ait pris qu'un seul match après Montpellier, c'est un peu déjugé l'arbitre central. Parce qu'un carton rouge, c'est jamais un match. C'est pas qu'un match normal. Et combien de points un arbitre perd quand il est appelé par la VAR qui va Alors, si il est appelé à juste titre par la VAR, c'est-à-dire s'il a vraiment fait une bêtise et que la VAR corrige l'erreur de l'arbitre, il perd 0,5 sur sa note. Ils sont notés sur 10. Et donc, la note moyenne, c'est 8,40. Il perd encore plus de points. S'il reste sur sa décision. Bien sûr. Si sa décision, il la confirme et qu'elle est fausse, là, il perd 1 point. Complètement. Bon, c'est un système un petit peu opaque aussi, ces histoires de notation. Si on lui fait comprendre qu'il faut qu'il regarde, c'est que les gens jugent qu'il a fait d'erreur. Il est déjà à moins 0,5 en fait. Oui.
moindre mal, il se Donc, déjuge. Ouais, Ouais. 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 Mais bon, par exemple, l'action de Clément Turpin lors de Lyon-Lille, s'il avait confirmé sa décision, eh ben, il aurait eu des points en plus, puisque c'est lui sur le terrain, en direct, qui avait pris la bonne décision. On verra ça, comme on le disait, donc on suivra attentivement l'évolution de cet arbitrage en Ligue 1, parce que ça concerne évidemment beaucoup de clubs et pas seulement l'OGC Nice. C'est l'heure du Zap Gym, justement, cette semaine au menu, les jeunes aiglons qui apprennent la culture nissarte et les supporters qui ont affiché, qui ont été à la hauteur des joueurs, puisqu'ils ont affiché leur soutien aux joueurs de l'OGC Nice juste avant le départ du bus à Marseille. On regarde ça. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut entourer au niveau de l'accentuation des syllabes accentuées? Ra et sa. Alors essaie de le dire d'un coup. Parada Nissar. Qu'est-ce que tu as accentué là? Pas le Ra et Oui. Sa. Et voilà. Et bien, vous êtes C'est bon. ça? Oui, très bien. Parada Nissarda. On mêle un peu histoire et langue. C'est une bonne initiative, le fait de nous faire apprendre le niçois, qu'on s'intéresse encore plus au club et à son histoire. Le carnaval es una festa nissarda italiana cristiana. Bien. Il me semble qu'il est important pour eux que s'ils ont justement le blason du club sur le cœur et les couleurs du club, c'est aussi un club qui a plus d'insectes d'histoire, donc un club très important localement, pour les Niçois, qui représente énormément de choses. Et je crois que c'est fondamental d'avoir un peu de cette culture, d'être imprégné de cette culture, pour pouvoir après, je l'espère pour eux, qu'ils puissent faire leur métier de footballeur professionnel. Je suis avec mon fils, Mathéo, et on est là pour les soutenir comme on peut parce qu'on ne peut pas faire le déplacement. Donc un petit mot d'encouragement avant qu'ils partent. Le seul moyen qu'on ait là actuellement d'encourager notre équipe, c'est d'être au moins à leur départ. Faire passer le message qu'on est avec eux, malgré l'éloignement, on n'est pas loin et on va les supporter. Voilà ces belles images de la ferveur des supporters de l'OGC Nice avant ce déplacement à Marseille. Ils étaient privés d'ailleurs, les supporters niçois, de déplacement, et ils ont encouragé de cette façon-là les joueurs. Ça leur a pas porté chance pour les raisons que l'on a dit jusqu'auparavant. Un Zap Gym que vous pouvez retrouver en long et en large sur tous les supports médias de l'OGC Nice. Messieurs, on va passer au pour-contre de cette semaine avec cette question. Est-ce que les Aiglons ont un peu compromis cette deuxième place au classement? Vincent, tu t'y colles pour commencer? C'est parti. Alors pour moi, évidemment que oui, malheureusement, Nice a compromis ses chances d'aller chercher cette deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Parce que dans le même temps, Rennes a montré que c'était certainement la meilleure équipe française actuellement. Et cette équipe a également eu le bonheur, entre guillemets, d'être éliminée de la Coupe d'Europe contre Leicester. Donc Rennes n'a plus que le championnat en cette fin de saison, et c'est une équipe qui rayonne. Et Nice, en parallèle, a cette finale de Coupe de France contre Nantes. Ce sera le 7 mai. Et après cette finale qui, on l'espère, sera victorieuse, mais malheureusement, elle peut être aussi perdue, il restera encore 3 matchs de Ligue 1. Il y aura Saint-Etienne, il y aura Lille et un déplacement à Reims. Donc voilà, j'ose espérer que Nice remporte cette finale de Coupe de France, et dans tous les cas, aura réussi sa saison, évidemment, et il y aura forcément pour moi un petit peu de relâchement après cette finale, et malheureusement il restera encore 3 matchs de Ligue 1. François, plutôt convaincu que l'OGC Nice peut encore finir deuxième? Alors non, c'est pas compromis du tout.
Déjà, les beaux Rennais, là, qui se voient très beaux. La prochaine journée, c'est Nice-Rennes. C'est Nice-Rennes, et ils vont tomber de haut à Lens Rivera face à des Niçois revanchards. Je pense que Nice a les moyens de ses ambitions, et surtout, je pense que Nice a un commandant en chef qui connaît bien la musique, avec Christophe Galtier. Je me souviens de l'époque de Saint-Étienne. On disait toujours que l'Europe, c'était pas possible. Ouais. Hein, il n'allait pas y arriver, pas l'effectif, un club bordélique, etc. Et il a qualifié les Verts 4 années de suite pour la Ligue Europa. Et souvenez-vous, l'an passé, le sprint avec le Paris Saint-Germain, avec le LOSC, on disait à un moment donné, le LOSC va s'écrouler, il y a des problèmes en coulisses avec les dirigeants, ils se disputent entre eux, ça ne peut pas tenir. Il est allé au bout, il a terminé champion. Donc je pense que Nice est bien guidé, bien commandé pour aller chercher cette deuxième place. Et moi, j'y crois pour les Aiglons. Jean-Philippe ? Moi aussi, j'y crois, parce que déjà, il reste 9 matchs. Et puis, le calendrier de Nice, moi, je le trouve plus avantageux que celui de Rennes ou de Marseille. J'ai noté que les Marseillais jouent à Paris, à Rennes, donc 2 gros matchs. Ils jouent aussi à Lorient, qui a besoin de points pour s'en sortir, à Saint-Étienne, donc que des déplacements compliqués. Rennes, pareil, joue à Nice, à Strasbourg, à Nantes et à Lille. Je vois pas où est la différence. Je pense qu'on a un calendrier qui peut s'avérer plus simple que celui de nos opposants. Par rapport à ce que disait François, je suis d'accord. Je me rappelle en 2016, il y avait une finale pour la Coupe d'Europe à Nice, entre Nice et Saint-Etienne, et je me rappelle bien du résultat. Je crois qu'il y avait eu 2-0 pour l'OGC Nice. C'est ça. Avec une grande ferveur populaire. Justement, une ambiance exceptionnelle, et 2-0 avec le but de Valère Germain. Donc c'est vrai que le coach Galtier à cette époque, il est perdait plutôt ses finales. Philippe, vous ne parlez pas d'arbitrage de ce match. Vous allez devoir trancher, mon cher Philippe. Je vais trancher en faveur de William. Que l'on embrasse. Donc le point ira à William qui m'a dit que Nice allait finir 3e. Non, je tranche solidarité des vieux, donc des rôtis. Donc je donne le point à François et je suis d'accord avec lui. Voilà. Mais il y a une chose, hein, entre vieux, on se souvient à l'époque, Philippe, dans les années 70-80, au printemps, Nice s'écroulait toujours. Hein. Oui. Comme vous, un petit peu là, sur votre chaise, c'était les foulades, François. Assuré. On était champions d'automne. Les temps ont changé, Nice a un beau stade, un Mais centre donc, de formation. personne ne parle de l'influence de cette finale de Coupe de France. Évidemment qu'elle va jouer dans les têtes, et à un moment donné, elle va Bien sûr, je pense que ça aura une on incidence. prend Galtier pour les garder dans le... Non, mais ça aura une incidence que si le résultat est mauvais. Alors Nice qui a l'occasion de passer Rennes, hein, justement, lors de la prochaine journée. On va regarder le tableau du classement de cette Ligue 1, où on va voir effectivement que le Paris Saint-Germain, malgré ses déboires en ce moment, est bien en tête de ce classement, juste devant l'Olympique de Marseille, donc qui reprend cette deuxième place, qui consolide même cette deuxième place. Rennes est 3e maintenant. 2 points d'écart entre Nice et Rennes. Si Nice bat Rennes, donc Nice reviendra sur le podium. On parlera évidemment la semaine prochaine de ce match face à Rennes, Vincent. Mais celui-là peut-être conditionner aussi les espoirs de deuxième place pour les Niçois. Pour la deuxième place, en tout cas, Oui, mes yeux, il pour la faut deuxième place. battre Rennes. Et puis derrière, il y a quand même des équipes qui poussent et qui n'ont pas encore lâché. Comme disait Jean-Philippe, il reste encore 9 journées. C'est beaucoup avec la victoire à 3 points. Même Monaco, qu'à un moment on pensait larguer de la course au podium, Monaco n'est plus qu'à 6 points. Et il y a un derby qui se profile courant avril, Monaco-Nice. Donc voilà, attention, parce que Lille aussi est dans la course. Ça va être chaud jusqu'au bout. Et même Paris peut ne pas être champion, peut perdre tous ses matchs. Il faudrait qu'ils perdent 4 matchs, que Marseille peut perdre tous ses matchs. Mais ça paraît quand même compliqué. On les a vus tellement façon qu'au Louis II. On les a vus tellement bons à Monaco. Oui, ça reste quand même assez compliqué. Alors, on parlait tout à l'heure de l'aspect offensif de cette équipe de l'OGC Nice. Il y a un joueur quand même qui, malgré tout, revient bien dans cette deuxième partie de saison, après une première partie un peu plus compliquée. Messieurs, c'est Justin Kluivert. On va regarder les stats de Justin Kluivert cette saison, le joueur néerlandais. Vincent, tout en regardant ses stats, 3 buts, 3 passes décisives, 30 dribbles. 4 passes D, non réussi, 4 passes décisives. Mais il y a celle à Marseille pour Delors, en fait. Ouais, qui ne compte pas, mais il y a 2 buts encore pour Andy Delors, donc 3 passes décisives pour Justin Kluivert. Il monte en puissance pour toi, Vincent, Justin Kluivert ? Ouais, ça fait plusieurs mois qu'il est clairement à un niveau
assez élevé. Et oui, moi j'aime beaucoup parce que c'est le dynamiteur de cette attaque niçoise, celui qui est capable par son pouvoir d'accélération de créer de vraies brèches et de faire de grandes différences. On l'a vu dès qu'il est rentré à Marseille, de suite le jeu niçois a été complètement transfiguré. Il y a ce centre pour Andy Delors, il y a ce débordement sur le côté droit où il fait un petit piqué magnifique. Et puis avec lui, il se passe toujours quelque chose. Même il y a une action au Vélodrome avec Tchalé Tachar, quand le Croate le prend un petit peu par le cou. Bon, là aussi, apparemment, il n'y a pas faute, il n'y a absolument pas débat, mais c'est limite. Ouais, pour moi, c'est un vrai beau joueur. Il lui manque encore un petit peu quelques stats pour qu'il ait vraiment l'unanimité en sa faveur. Ah, c'est un régal à voir jouer, Philippe. Moi, personnellement, j'adore. Donc, il ressemble au chanteur de Kool and the Gang ou d'Earth, Wind and Fire. Mais après, j'adore son jeu. Je trouve il est fantasque, il est plein d'audace, il prend des risques. Il se passe quelque chose. Comme a dit Vincent, il se passe quelque chose quand il a le ballon. Et j'adore ce genre de joueur. En plus, quand il défend, il est agressif. Il défend vraiment. Il fait pas semblant. D'ailleurs, à Marseille, il fait une drôle de faute. Et donc, on sent qu'il a de la volonté, qu'il est... voilà, pour moi, la question se pose pas. Moi, j'espère que ce joueur va rester niçois. François, c'est quel type de joueur un peu ce Justin Kluivert? C'est quoi? C'est un Ludovic Giuly, un Franck Ribéry? C'est ça. C'est un vrai joueur de ballon. Ouais. Comme une espèce assez rare. C'est vraiment un joueur talentueux. À lui d'être encore plus constant, plus efficace et de faire encore plus mal. C'est dur à arbitrer, Jean-Philippe, ce genre de joueur un peu teigneux, un peu provocateur. Il faut être systématiquement, quand le ballon va vers lui, il faut être très attentif parce qu'on sait qu'il va provoquer quelque chose. Il va essayer de provoquer l'adversaire et de dribbler, de centrer, donc il va se passer quelque chose. Donc non, ça demande un peu plus d'attention, mais c'est bien pour le spectacle. Je pense à ça, là, vous qui étiez assistant. Les assistants de nos jours, à part lever le drapeau pour... il revient sur le débat. Non, mais en fait, je pense à ça. Parce que sur la faute de Delors, donc lui, il est fixé sur Delors. Il est moins bien placé que l'arbitre central, quand même. Absolument. Mais avant, on les voyait quand même agiter le drapeau. Là, il ne peut pas prendre la décision. Mais on les voit plus du tout agiter quand non, c'est fini. Puisque la VAR... Non, mais c'est très important. Je tenais à intervenir là-dessus sur l'arbitre assistant, sur le drapeau qui se levait. C'est fini. Non, mais à l'époque, quand il y avait un but, tout le monde regardait l'arbitre assistant si le drapeau s'était pas levé. Et là, le stade, il pouvait s'embraser. Tout le monde regarde son téléphone. Et maintenant, tu ne peux même plus t'enflammer parce que même si l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau, tu ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, l'oreillette. Je pense que d'ailleurs, les spectateurs dans le stade sont un peu les dindons de la farce, puisqu'ils sont là, ils se lèvent pour être joyeux après un but, et puis finalement, ils voient que ça va, on ne sait pas, ils vont prendre leur téléphone pour revoir l'action, chacun se fait son idée personnelle sur la question, et puis la décision tombe, un peu comme la justice. Le but refusé pour Andy Delors, il a levé le drapeau 10 secondes après. Une fois que les Aiglons avaient bien célébré le but, évidemment, Andy Delors, position de hors-jeu. Et pour le coup, la VAR a bien fonctionné et Andy Delors était effectivement de très peu en position de hors-jeu. On revient sur Justin Kluivert. Vincent, parce qu'il y a une option d'achat pour lui, c'est un peu l'indiscret de cette semaine. Est-ce que les Aiglons vont lever l'option d'achat de Justin Kluivert? Mais alors c'est toujours très compliqué de gratter des informations autour du mercato niçois parce qu'il y a une sorte d'opacité autour de tous les dossiers que mènent les scouts, Julien Fournier, le directeur du football, donc c'est très compliqué d'avoir des informations. Ce qu'on peut dire au mois de mars, c'est que pour l'instant, rien n'est acté pour Justin Kluivert. Une décision sera prise à l'issue de cette saison. L'option d'achat est à combien? Elle serait autour de 13-14 millions d'euros, donc c'est forcément une coquette somme, mais pour un joueur de ce niveau, c'est pas non plus des sommes folles. Mais et rappelons que Calvin Stanks, par exemple, a été acheté 20 millions d'euros et qu'il en fait moins pour l'instant. Absolument, mais le salaire de Justin Kluivert est quand même assez... 350 000 Voilà, c'est autour de 350 000, donc c'est un salaire énorme. Et à ce prix-là,
faut que Justin Kluivert vise 10 passes D, 10 buts en Ligue 1, mais c'est le minimum. On se rappelle il y a quelques années, même des joueurs de niveau plus bas que lui avaient presque ce genre de stats. Je pense à Eric Boteac, même des séries. Mounier. Même les Mounier. Non, mais c'est vrai. Et des joueurs qui n'étaient pas payés 350 000 €, c'est énorme. C'est pour un club comme Nice. Oui, certes, Nice a passé une nouvelle dimension, mais quand tu investis autant sur un joueur comme Justin Kluivert, il faut que ce garçon ait 10 buts et 10 passes D. Et c'est ce que regrette un petit peu l'ensemble du club, que ce soit le staff, les dirigeants. L'autre info qu'on peut vous donner cette semaine, c'est que par contre, il y a une vraie réflexion autour de l'avenir de Marcin Bulka, qui lui a fait ses preuves lors de tous les tours de Coupe de France. Le gardien numéro 2 de l'OGC Nice. Le gardien numéro 2 de l'OGC Nice. Et voilà, au mois de mars, on peut dire que c'est plutôt bien parti pour Marcin Bulka, parce que là, en l'occurrence, il y a une vraie réflexion autour de son cas. Alors qu'il n'y a pas forcément d'option d'achat pour lui, en plus, avec le Paris Saint-Germain. Il y avait une petite option, je crois, autour de 2 millions. Ouais, donc à ce prix-là, en l'occurrence, ça se fait. Faut y aller. Marcin Bulka, très bon gardien. Il a fait ses preuves on touche du bois, on ne sait pas si ce sera lui qui va jouer en finale de la Coupe de France contre Nantes. Ce sera un futur débat dans Gin Tonic, ça certainement. Mais pour l'instant, il a toujours été bon. Messieurs, vous en parlez entre vous là, Marcin Bulka, il faut le prendre. Oui, moi je pense que oui. Et Justin Kluivert, pour toi François, il faut lever l'option d'achat quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Le fameux. Juste au niveau du salaire, est-ce que c'est le gym qui paye le salaire intégral? Mais je suis pas sûr que Nice est 100%, mais Nice a forcément une grande partie des 350 000 € du salaire de Justin Kluivert. C'est une sacrée somme, François. C'est vrai qu'à ce prix-là, on attend beaucoup d'un joueur. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est des salaires qu'on a vus dans l'équipe? Est-ce qu'on est sûr que tous ces salaires sont justes? Bah après, c'est toujours pareil, les salaires qui sont récupérés par nos collègues de l'équipe, ils se basent sur des sources, que ce soit l'agent du joueur, parfois des dirigeants de club qui veulent bien donner le salaire parce que ça fait leurs affaires, un agent qui veut montrer qu'il a bien négocié le salaire de ce joueur, donc il donne l'info pour dire hey, moi j'ai été capable de donner tant à ce joueur. Mais il y a une fourchette, évidemment, une marge d'erreur, mais ce qui est sûr, c'est que Justin Kluivert, quand il part de l'Ajax pour la Roma, c'est l'un des joueurs les plus recherchés en Europe. Il part pour plus de 20 millions €, donc c'est normal qu'il ait un tel salaire. Il faudra demander à Julien Fournier, il se fera un plaisir de nous répondre. Bien sûr, on l'invitera bientôt d'ailleurs. À 300, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à 350 000 €, il y a forcément débat au sein du club. Juste pour information, la rémunération d'un arbitre VAR, c'est 1 000 € par match. Une drôle de différence quand même. Ouais, enfin bon, moi j'aimerais bien les avoir, les 1 000 € pour rester dans un camion à regarder Et l'arbitre de champ, celui qui est sur le... C'est 3 fois plus. Oui. Enfin bon, 1 000 € c'est quand même une somme. C'est quoi, 3 000 € par match pour rester assis dans un camion à regarder des images de foot. Ils prennent des ralentis de partout. Ils prennent des décisions très importantes, logiquement. Bah pour Marseille, c'était plus les pour mauvaises décisions. Ça peut aider aussi. Toi, ça te coûte 1 000 € en principe. C'est l'apéro et ça me si on peut envoyer un CV. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les indiscrétions cette semaine autour de Justin Kluivert et donc Marcin Bulka, le gardien numéro 2 de l'OGC Nice. Vincent, rapidement, une petite semaine internationale pour nos Aiglons. Il y a quelques joueurs en sélection 1, en sélection espoir. Ouais, bah, Amine Gouiri, Kefren Turam, il faut juste espérer que ces deux-là... joue 2 minutes lors de chaque match. On va voir les tableaux des sélections. Ça sera évidemment pas le cas, mais voilà, faut espérer que Amine, Gouiri, Francine Ferroé pour Kefren Turan reviennent et pas à 100%, mais avec l'intégralité de leurs moyens, et également Youssef Attal qui a été convoqué pour le barrage contre le Cameroun. Ouais, alors pour Amine Gouiri et Kefren Turam, le premier match sera qualificatif avec les espoirs, et le deuxième sera un match amical chez Léa. Donc tu l'as dit, Youssef Attal et Hicham Boudaoui avec l'Algérie. Donc alors là, pour le coup, c'est gros parce que c'est une qualification pour le mondial 2022. On sait que Youssef Attal revient de blessure. Ça va être un bon match de reprise pour lui. On sait que c'est un joueur plutôt fragile, il ne faudrait pas qu'il se pète là. Ouais, en plus, ce qui est sûr, c'est que la petite info que j'ai eue il y a quelques jours, c'est que Jamel Belmadi compte sur lui et il va le faire débuter les 2 matchs. Les 2 matchs. Avec Hicham Boudaoui qui joue un petit peu moins, qui est sorti un petit peu du 11 titulaire de cette équipe. Il n'avait pas été appelé lui pour la CAN. De l'OGC Nice, et Jordan Lotomba qui est également en sélection du côté de la Suisse. C'est l'heure du Souviens-toi de cette semaine avec vous, mon cher Philippe, ce France-Allemagne 1973 avec 6 Aiglons titulaires chez les Bleus. C'est incroyable comme stade, ça. Alors, maintenant, on n'en a plus.
chez Léa. À l'époque, on en avait 6 qui étaient dans le 11 de départ. Il devait même y en avoir 7 parce que Jean-Noël Luc, qui était international et qui jouait en équipe de France, était blessé aux adducteurs. Donc normalement, il devait y avoir 7 joueurs sur 11 contre l'Allemagne de l'Ouest, hein, parce que bon, c'était à l'époque. Une autre époque. Là, on voit donc Gravard, Repellini, Adams, Trésor, Roger Jouve, Henri Michel, Charlie Loubet, Serge Chiesa. Et il manque Marco Molitor. On sait pas. Le réalisateur, il n'est pas allé jusqu'au bout du 11 de l'équipe de France. On revient, c'est octobre 1973. À Gelsenkirchen. Voilà. Donc la France pleurait la mort de François Severt, le pilote F1 qui s'était tué une semaine avant. Donc ça, c'est pour le contexte. C'était un match amical. L'Allemagne préparait la Coupe du Monde 74 à domicile. Coupe du Monde où les Français n'étaient pas conviés parce qu'ils s'étaient fait virer par l'URSS. C'était pas la meilleure époque de l'équipe de France. Non. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait 6 Niçois, non, quand même. Non. Georges Boulogne avait été mis sur la touche et c'était donc Stéphane Kovacs, le coach, le sélectionneur de l'équipe de France, roumain, qui avait eu Johan Cruyff sous ses ordres à l'Ajax, grand fumeur de cigarettes, il fumait la pipe sur le... On voit la première possession. Donc, ça allait vite. Donc, au niveau des Niçois, il y avait donc Baratelli, Grava, Adams, Jouve, Loubet et Molitor. Donc d'entrée. Ça s'est plus jamais revu, ça. Non. 6 Niçois en équipe de France. Non, des fois, après, quand il y en a un, c'est... après, ça fait 15 ans quand même qu'on a un Niçois en équipe de France qui est capitaine et qui va bientôt battre le record de sélection en équipe de France. Oui, bien sûr, mais il joue plus au gym depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il est niçois et que on n'en conteste pas. Tu t'es plus Baratelli, on a compris. Mais le dernier qui était à l'OGC Nice, qui est en équipe de France, je crois que c'est Ben Arfa. Ouais, oui, il avait été rappelé effectivement par France-Angleterre, France. Après cette très belle saison à l'OGC Nice. Donc match perdu contre les Allemands, 2 buts à 1, 2 buts de Gerd Müller, où Baratelli pouvait rien faire. Bien sûr. Fusillé sur le premier but de la tête par Der Bomber et un penalty sur le deuxième but. Donc Marius Trésor avait réduit la marque. Ça avait fait 2-1. Et j'avais noté une petite citation de Charlie Loubet qui avait dit finalement c'était un bon résultat pour nous. Moi j'en avais pris 5 à Berlin en 67 et Gerd Müller avait marqué 3 fois. Alors 2-1 c'était beaucoup mieux. On prenait des Vitas Corbol, eux devaient avaler des vitamines plus efficaces, ils sautaient plus haut, frappaient plus fort et allaient plus vite que nous. Ils avaient donc découvert les bonnes pastilles. Ça c'est notre ami Charlie qui avait dit ça. Et qui insinuait un petit peu le dopage à l'Ouest allemand. Dernière chose pour dire que ce match était retransmis à la télé, c'était l'après-midi, et tout le réseau dans les AM avait sauté parce qu'il y avait eu la foudre et un orage tel qu'il y avait eu 3 morts. Sur le pic de l'ours, oui. Ah oui. Il y avait eu 3 morts. Les Niçois n'avaient pas pu voir leurs joueurs. On n'avait pas pu voir le prendre match. de nouveaux buts. On n'avait pas pu voir le match, mais le lendemain, la une de Nice Matin, c'était pas l'équipe de France, mais c'était la foudre et les victimes. Mais bon, 6 Niçois dans le 11 de l'équipe de France. C'est pas demain la veille, Vincent, qu'on va revoir 6 Niçois. Là, il y a un match amical. Si je peux me permettre, moi j'ai vu 6 personne. Niçois arbitres internationaux il y a 20 ans. Ah oui. Qui était Gilles Vessière, Bruno Coué, Claude Colombo au centre, Frédéric Arnaud, Jean-Philippe Izzo, Éric Castellani à la touche. Oui. Ça, c'est l'époque où l'arbitrage français était peut-être un peu meilleur. Non, même pas. Même pas, puisqu'on allait... C'était 3 arbitres internationaux, en tous les cas. Comment ? 3 arbitres internationaux, en tous les cas. 3 arbitres centraux internationaux. Ouais, 3 centraux, 3 assistants. Ouais. Voilà donc sur ce Souviens-toi, mon cher Philippe. Et avant de terminer cette émission, Philippe, on voulait avoir
Une pensée émue pour notre confrère Roger Louis Bianchini, journaliste à Nice Matin et grand amoureux du gym qui nous a quittés cette semaine. Oui, une grosse pensée pour Roger, qui était un fan de foot, qui était d'abord un immense journaliste, spécialiste des faits divers, qui avait couvert l'affaire Leroux, l'affaire Radad, Spaggiari, là on le voit avec Pelé. Roger, c'est un personnage hors du commun. Très jeune, il avait eu la passion du foot. Là, on le voit avec Robert Herbin, parce qu'ils jouent au Cavigal ensemble, jeune. Donc, il avait commencé au Passagine Mantega, son quartier. Après, il avait joué au Cavigal. Et il jouait demi-défensif. Il adorait dire « je mets des flèches ». Parce que lui, il laissait tomber. Et il a joué jusqu'à 70 ans. Et au foot, avec le palais, avec les avocats, et dimanche, il a demandé à sa fille de lui procurer une tablette et de lui prendre l'abonnement à Prime pour voir Marseille-Nice. Il ne voulait pas rater le match. Malheureusement, il s'est endormi à la mi-temps et puis il nous a quittés le lendemain. Donc on pense à lui, c'était quelqu'un d'exceptionnel. On le voyait au Louis II, on le voyait au Ré, on le voyait à l'Alliance, avec son cigare ou sans son cigare, toujours bien sapé, c'était Roger. On l'aime et on l'aimera toujours. Et on embrasse bien évidemment tous ses proches, on pense à ses proches et à sa famille dans ces moments difficiles, la famille de Roger Louis Bianchini. C'est la fin de ce Gym Tonic. Merci beaucoup Jean-Philippe Izzo d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur l'arbitrage français. Ce Gym Tonic d'ailleurs, c'est une petite nouveauté, vous pourrez le retrouver maintenant, outre sur les réseaux sociaux et les médias de l'OGC Nice, et bien également en podcast audio, comme ça vous pouvez l'écouter dans la voiture quand vous allez au boulot le matin. C'est aussi sympa sur toutes les plateformes qui proposent évidemment ces podcasts audio. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On embrasse également William Humbert, c'est une pensée amicale pour Will qui nous rejoindra la semaine prochaine. Merci à Philippe Bertini, Chloé Voirgard et Sophie Doncé à la réalisation de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Mais on siffle la fin, comme l'arbitre.